Vous savez en combien de boîtes, combien de startups en moyenne passent le million d'euros de chiffre d'affaires annuel? C'est 4 le chiffre. C'est-à-dire qu'il y a 4% des boîtes, ou plutôt 96% des boîtes qui passent jamais le million d'euros. Le problème, c'est que ce million d'ARR, il est hyper significatif, c'est un vrai palier dans votre business. Parce que ça veut dire, quand tu fais le million d'euros de chiffre d'affaires, que tu commences à comprendre un peu ton marché, tu as prouvé que ton produit il fonctionnait bien. C'est une preuve pour les investisseurs quand tu as levé, pour aller rechercher une levée derrière. Et c'est une preuve aussi pour toi de te dire que ton business il va un peu mieux marcher. Pour info, c'est 0,4% à 10 millions. Donc 10% des 4% y arrivent, donc c'est beaucoup plus significatif et c'est un vrai indicateur de ton succès futur. Comment on fait pour faire le million d'ARR? Il y a plein de facteurs. On choisit bien son marché, on fait un produit qui fonctionne bien, mais surtout on vend. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Une des manières de faire tout ça, vous allez avoir plein d'armes et de bien vendre et d'être performant, c'est la méthode dont on parle aujourd'hui, c'est le Customer Centric Selling. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des fondements de ce que c'est le Customer Centric Selling et comment ça peut vous aider à accélérer et à passer d'un mode de vente artisanal à un mode de vente industriel. Cette courbe, vous la connaissez tous, je ne vais rien vous apprendre, on ne va pas s'attarder dessus. Ce qu'il faut juste savoir quand on parle de vente, c'est que vendre dans la partie bleue ici, ce ne sera pas la même mission que vendre dans la partie verte. Ici, c'est le early market, les early adopters. La spécificité de ces gens-là que vous allez rencontrer, donc là maintenant de 0 à 500 000 euros de CA, c'est que les gars comprennent tout seuls comment ils vont utiliser votre produit. Ils sont passionnés de techno, ils aiment la nouveauté, c'est les mecs dans les boîtes du CAC qui veulent leur instant Coca-Cola, là ils voient la petite start-up avec les cerveaux en ébullition, ils adorent, ils achètent tout seuls. Le mainstream market, le prospect il a besoin qu'on lui explique ce qu'il peut faire avec ce que vous avez à vendre. Et ça c'est une différence énorme. Parce que jusqu'à présent, pour la plupart d'entre vous, vous avez beaucoup vendu grâce au réseau que vos VC vous ont apporté, etc. Ça marchait, mais c'est pas industrialisable et c'est pas ça qui va emmener votre boîte hyper loin. Et donc, ce fonctionnement ici, qui marche et qui fait « ouais, super, on arrive à vendre », quand vous allez recruter vos premiers commerciaux, si vous leur donnez la même recette, ici, ça marchera plus. Parce que les gens que vous avez en face de vous, c'est pas les mêmes. Ici, c'est founder-led, on le verra tout à l'heure. J'ai pas d'équipe, je comprends, je crois que j'ai décodé le truc de la vente. Et au moment où j'ai suffisamment de chiffre d'affaires pour rentrer dans le mainstream market, je recrute mes premiers gars dans les équipes et je leur apprends ce que moi j'ai fait, ce qui a marché dans le bleu, ce qui est plus vrai dans le vert. Et ça, c'est un gros piège. Et ici, il y a un gap énorme. Moi, j'appelle ça la vallée de la mort commerciale. Et ce gap-là, il va être compliqué à franchir. Et le Customer Centric Selling va vous y aider. Votre vrai challenge, il est là. Parce que sur le mainstream market, il faut réussir, quand on vend bien, à faire passer un inconnu total au statut de client. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de vous, qui n'a pas de potes en commun, qui n'a pas de VC, qui s'en fout que vous ayez levé chez 50, chez Kima ou chez autre, il s'en fout. Lui, il a un problème. Il faut qu'il comprenne vite comment vous allez aider à le résoudre et que vous puissiez vendre. Et c'est ça le talent du commercial et c'est ça que Customer Centric vous aide à vous aider à faire. Donc le premier sales, il vous aide, il fait vos récaps de meeting, il vient avec vous, il attend sagement dans un coin de la salle. Après, le sales, il devient un peu leader, ouais, je vends et tout. Pour l'instant, il n'y a pas de process qui sont écrits évidemment, on n'a pas verbalisé ce qui marche et ce qui ne marche pas. On va recruter les 2-3 premiers, on va péniblement arriver au million. Et là, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on appelle les pompiers parce qu'on se rend compte qu'on recrute plein de gars, ça prend pas, ils mettent 18 mois à s'onboarder, les ventes augmentent pas comme ce qui est marqué sur le benchmark, 500 000 euros par gars ou x4 sur les coûts et tout ça. Et on se pose des questions parce que les bonnes choses n'ont pas été faites au préalable. Aller en rendez-vous commercial et ne pas réussir à faire émerger un désir, un objectif ou un problème chiffré, j'insiste là-dessus, de la part de votre prospect, vous ne pouvez pas sortir en disant « ouais, super, c'était intéressant, on va vendre ». C'est un deal. Tu sais, dans votre CRM, si vous avez Pipedrive, HubSpot, Salesforce, c'est pas une opportunité. Un mec qui sait pas vous dire ce qu'il veut atteindre demain comme objectif, où est-ce qu'il veut aller, qui sait pas mettre un chiffre dessus, dans le early market, vous allez réussir à vendre. Le mec un peu flou, il a du budget, bon, ouais, je vais mettre une pièce sur eux, on va voir ce que ça donne. Mainstream market, ça va pas marcher. Le tips ici, c'est pour votre équipe commerciale, vous mettez en place une règle que vous faites respecter, qui est de dire « je n'ai pas le droit de faire passer un lead qualifié à mon rendez-vous en opportunité si le commercial n'est pas capable de justifier d'un objectif chiffré de la part du client ». C'est ça la preuve absolue. Les limites, c'est que parfois, vous n'allez pas parler à la bonne personne, vous allez penser qu'il n'y a pas un deal, sauf que si vous passez au bon décideur ou à la bonne personne, vous allez découvrir qu'il y a un vrai objectif, il y a une vraie douleur, il y a une vraie raison de vendre. Donc il faut être vigilant. On est dans la bonne boîte, mais on n'est pas avec la bonne personne, du coup on pense qu'il n'y a pas de deal alors qu'il y en a un. Ça, c'est une des limites de la méthode. Deuxième règle, on s'en fout que vous ayez un rendez-vous, que vous ayez dans je ne sais pas quel tour à la défense pour vendre à une grosse boîte ou en visio. Ce qui compte, c'est que vous sachiez quoi dire quand vous allez y aller. Et là, en fait, ce dont on parle, c'est la personnalisation du message. Le problème, c'est que souvent, on a son pitch préparé, on a bossé comme un fou dessus, on a refait les slides 36 000 fois et on a envie de l'utiliser parce qu'on l'a révisé et qu'on est à l'aise avec. C'est très rassurant. Le problème, c'est que le mec qui est en face de vous, c'est pas le même qu'hier. Même si c'est le même qu'hier, lui se sent différent
parce que son logo KPMG, il est bleu, il n'est pas jaune et noir comme EY, donc il pense qu'il est différent, etc., etc. Alors que pour vous, bon, c'est un peu tout pareil et tout. Le problème des commerciaux qui personnalisent pas leur approche et qui arrivent pas préparés au rendez-vous, c'est qu'ils sortent, ils recrachent des discours un peu insipides, ce que les Américains, ils parlent le spray and pray. C'est genre, allez, je te vomis mon truc et après je prie pour que ça ait fait mouche et que ça ait marché. L'un des premiers trucs que vous devez faire, c'est identifier vos personas, mais de manière très précise, et savoir leurs points de douleur pour chacun, leurs objectifs dans l'année, sur quel KPI vous allez les toucher, et du coup, quel argument et quel discours vous allez leur donner en rendez-vous. Si en rendez-vous, votre job, ça consiste à recracher votre pitch sans le personnaliser vraiment à la personne, à l'entreprise, vous n'êtes pas plus utile qu'une vidéo. Allez pas en rendez-vous, ça sert à rien, vous servez à rien. Dites-leur, regardez cette vidéo. Bonjour, alors nous sommes telle boîte, nous existons depuis 2 ans et nous aidons les boîtes à blablabla pour blablabla en blablabla. Ça sert à rien, ça n'a pas de valeur ajoutée. C'est ça la force du commercial par rapport au marketing. C'est qu'il a cette intelligence du moment et son travail qui est préparé qui lui permet de s'adapter à toutes les situations et à faire d'un discours générique un truc hyper spécifique qui va intéresser la personne en face. Si vous avez un discours opérationnel, on va vous reléguer avec des opérationnels. Si vous avez un discours stratégie, vous allez rester avec les gens strat. Si vous avez fait l'effort d'être en contact avec le C-level de chez Carrefour, si devant lui, vous mettez des commerciaux qui leur disent « Alors, avec mon bouton, je vais cliquer là, ça va faire super ça, super effet et tout », lui, il s'en fout, c'est trop opérationnel. Qu'est-ce qu'il va faire? « Ah ben super intéressant, je te mets en contact avec Jacqueline qui va te recevoir pour continuer la relation. » C'est surtout ce que vous voulez pas. Ok? Donc, si vous êtes devant un C-level, vous ne pouvez pas lui expliquer ce que votre logiciel fait. Vous allez lui expliquer comment il va améliorer tel KPI, et limite, votre logiciel, vous l'ouvrez même pas. Donc, vous rentrez chez le médecin, le gars vous voit, à peine vous êtes assis, il vous dit pas, alors un paquet de Doliprane, de l'Advil et des béquilles, quoi. Il vous dit, asseyez-vous. Souvent, vous dites, ah, mais je crois que j'ai une rhinopharyngite. Fait, attendez, on va regarder. C'est lui qui vous temporise. Il diagnostique, il pose des questions. Et ça, c'est fondamental, fondamental. Ça n'existe pas d'aller en meeting client et de commencer par pitcher sa boîte. Si vous le faites, arrêtez de faire ça. C'est pas possible. Vous allez en meeting, le gars va, à un moment donné, vous allez vous présenter assez tôt. Vous allez dire en une ligne ce que vous faites. Vous en donnez suffisamment pour que le gars dise « Ok, c'est bon, on est à peu près au bon endroit ». Mais après, tout de suite, le but, c'est d'aller dans le questionnement. Et là, il faut imaginer un entonnoir, parce qu'il y a une relation. Et on va aller de la question, je dirais, la plus facile à répondre, la plus presque générique, la plus large, à la question la plus intime, la plus difficile, la plus challengeante. Dans cet ordre-là. Parce qu'au début, devant vous, vous avez quelqu'un qui ne vous connaît pas, il sait que vous avez un truc à vendre, vous avez une immense étiquette, c'est marqué commercial sur votre tête, c'est le cas, faut pas se leurrer là-dessus. Et du coup, votre job, ça va être de poser les bonnes questions et de comprendre la situation. Comment vous fonctionnez sur tel sujet aujourd'hui? Est-ce que vous êtes content? Qui est impliqué là-dedans? Si vous deviez changer un truc, ce serait quoi? Pourquoi ça va pas? Quand est-ce que vous aimeriez changer? Pourquoi vous m'avez reçu aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que vous vous intéressez à ça maintenant? Ça fait combien de temps que vous avez ce problème? Tout ça, tout ça. Et quand vous posez vos questions, vous n'allez toujours pas raconter ce que fait votre boîte dans le détail. Hein. Parce que c'est uniquement si vous savez, et c'est ça qui va vous permettre de le faire, s'il y a un désir, un objectif ou un problème, que vous pouvez, un, décider si vous êtes fait pour le prospect, et deux, lui expliquer correctement ce que vous avez pour lui. Parce que le but, c'est pas de tout lui dire. Vous voulez pas tout lui dire, ça l'intéresse pas. Vous allez acheter une voiture, vous venez d'avoir votre 4e enfant. Bah, la voiture, ça marche plus quoi. Le Picasso, ça va pas. Donc, le gars, vous arrivez, il vous pose pas de questions dans un truc, il vous montre une voiture, il vous dit « Ah, le moteur, il est génial, il est hyper puissant, ça va vite, et à l'intérieur, il y a plein de technologies. » La voiture, elle a 8 places, hein, c'est ce que tu veux, mais il t'en parle pas. Tu dis « Mais attends, je vais payer pour une voiture puissante, machin, non, c'est trop cher, j'en veux pas, ciao. » L'autre, il va vous poser des questions, il va vous comprendre que ce que vous voulez, c'est de l'espace, de la sécurité et des médias pour que les enfants ils s'occupent tout seuls et que je galère pas quand je fais mes 8 heures de voyage quand je descends dans le sud. Et ben il va se focaliser là-dessus. Même s'il y a un énorme V8 de 400 chevaux, il va pas vous en parler. C'est pas ça qui vous intéresse. Et ça, il n'y a qu'un commercial qui peut le faire. Donc il faut d'abord diagnostiquer pour se mettre en capacité d'offrir ça. La limite de ce truc-là, c'est que si vous n'arrivez pas à établir la confiance avec votre prospect, il va pas se livrer. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les boîtes qui historiquement ont des pratiques qui commencent à être désuètes de relations un peu client-fournisseur. Non, moi je vais pas vous répondre. Montrez-moi votre truc et puis je déciderai après. Alors ça, on déteste. C'est de moins en moins le cas, mais ça arrive encore. Et quand vous êtes dans cette situation, ça, c'est très compliqué. Il y a des moyens de le désamorcer, qui marchent parfois, pas toujours. Mais quand vous allez y être, à un moment donné, soit c'est bloqué et puis vous partez en fight et vous n'allez jamais rien vendre, soit vous acceptez et vous dites « Bon, bah, je plonge sans info. On veut que ça arrive le minimum possible, mais à un moment donné, ça va vous arriver et vous allez devoir le faire. » Tout le monde n'est pas fait pour vous. Vous ne pouvez pas vendre à tout le monde. Sortez-vous ça de la tête.
Dire ouais, le sales, il va tout gagner. Non, mais lui, je vais y arriver. Lui, je vais vendre. Votre produit, votre service, il n'est pas fait pour tout le monde. Donc, la première étape, c'est de savoir si la personne qui est en face de vous, votre produit, il est fait pour elle. Ça, c'est un principe de management que vous connaissez, c'est que les gens sont simplement plus convaincus par les choses qui viennent d'eux-mêmes. Ok. Donc, vous, votre job de commercial, c'est aussi de lui faire arriver à des conclusions qu'il a construites lui-même. Parce que derrière, ce sera beaucoup plus facile de lui expliquer comment vous agissez dans ce contexte. Ça, c'est hyper important. Et pour ça, c'est facile, on pose des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Comment vous pourriez arriver? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il arrive pour régler ce problème, etc., etc. On les laisse construire eux-mêmes. Et ensuite, nous, tout ce qu'on va faire, c'est la base de la pédagogie, on va se fixer sur le référentiel qui vous a décrit pour argumenter, pour expliquer ce qu'on part de leur référentiel pour expliquer ce que nous, on fait. Et comment on peut les aider à aller d'une situation A défavorable à une situation B favorable. Donc, à exploiter à fond, posture de co-construction, on discute, on échange, on essaye de construire, on n'est pas là pour apprendre les choses aux autres. Et limite, c'est le manque de temps. Parce qu'au bout d'un moment, tu as 1 heure pour faire ton rendez-vous, tu ne peux pas faire un workshop, quoi. Ça peut pas se transformer. Ah, trouver l'idée, il faudra qu'on en discute. À un moment donné, à la fin, il faut des outputs, il faut des next steps, quoi. La question de la baguette magique et même de l'imaginaire en général, ça va vous sortir de plein de situations. Plein de situations. Alors, vous avez ce problème, monsieur le prospect. Ok, si vous aviez toutes les possibilités, si vous étiez magicien, si vous aviez le génie de la langue, si vous aviez une baguette magique, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il arrive? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change? Parce qu'en rentrant dans l'imaginaire, vous débridez complètement le prospect. Il se permet tout et vous découvrez justement ses vraies intentions, ses vrais problèmes, ses vrais souhaits. La seule personne qui peut appeler votre produit, votre service solution, c'est le prospect, c'est pas vous. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide si c'est une solution ou pas. Vous pouvez émettre un avis, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a un fit, que vous allez pouvoir l'aider. Mais le premier qui doit dire « Ah, ça peut être intéressant », c'est lui. C'est pas à vous de le dire.